Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon moi aussi je vais être très bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit tuto pour vous montrer comment vous pouvez créer votre projet de machine learning tout en respectant la maintenabilité et la reproductibilité de votre projet. Alors sans plus tarder, je vais créer une série de dossiers et quelques fichiers qui sont indispensables pour un projet de machine learning. Alors pour commencer, et donc supposons que tuto 4 est le dossier de mon projet. Alors je vais créer une série d'autres dossiers qui sont indispensables pour un projet de machine learning. Je vais créer, pour commencer, je vais créer le dossier qui s'appelle config, qui va contenir un fichier qui s'appelle config.ini, qui va me permettre de stocker tous les liens vers les variables qui sont importants au cours de mon projet. Donc pour ce faire, je vais créer dans le dossier tuto 4, donc je crée le dossier config et dans ce dossier config là, je crée un fichier. Donc j'utilise le fameux prompt dot et donc je mets config.ini. Ok, maintenant que je viens de finir de créer le dossier config, le dossier qui est important aussi, c'est le dossier, soit vous mettez input, soit vous mettez data. Donc moi, très souvent, moi j'utilise data au lieu de input, donc je vais créer le dossier data. Ok, donc je vais lister pour que vous voyez les deux dossiers qui sont créés actuellement. Il y a le dossier config et le dossier data. Et à l'intérieur du dossier data, je vais créer trois autres dossiers qui s'appellent le dossier final, c'est-à-dire là où je vais envoyer, après avoir fait des traitements sur des données, c'est là où je vais sauvegarder mes données en sortie. Et il y aura le raw data où je vais charger en mémoire les données que je vais qu'on me donne pour étude. Et il y a le processed, le dossier processed qui va stocker les données en processus, c'est-à-dire les données sur lesquelles je travaille, je vais les stocker dans processus. Donc, sans plus tarder, je vais créer cette série de dossiers. Donc, je reviens sur ma commande mkdir data et je vais créer en même temps le dossier raw. Je vais créer aussi le dossier final, comme je viens de le dire. Je vais créer aussi le dossier processed. Voilà. Ok, maintenant que je viens de créer les trois dossiers, je vais maintenant créer un autre dossier qui est aussi indispensable pour un projet de machine learning. Ce dossier s'appelle source. Et ce source, le dossier source va contenir deux autres dossiers qui s'appellent utils. Utils qui va contenir toutes les fonctions qui sont indispensables pour notre projet. Et ça va contenir deux autres fichiers qui s'appellent trainer et test. Ok, donc sans plus tarder, je vais créer ces autres fichiers. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais lister les dossiers qu'on a jusqu'à aujourd'hui. C'est jusqu'à maintenant plutôt, c'est config et data. Et donc je vais créer le dossier source. Donc pour ce faire, je vais utiliser toujours mon prompt mkdir. Mkdir et au lieu de data, je mets plutôt src. Et dans src, maintenant, je vais créer un autre dossier qui s'appelle utils. Ok, maintenant, dans src, je vais créer un fichier qui s'appelle trainer, c'est-à-dire c'est le fichier Python qu'on va prendre pour entraîner si jamais on résolvait un problème du machine learning. Et donc, je vais faire pour créer un fichier, toujours c'est avec la commande touch, et je mets trainer.py. Ok, donc je vais en même temps créer le fichier qui s'appelle test.py. Ok, donc maintenant je vais lister, on a déjà trois dossiers, config, data, src. Maintenant, vous avez aussi besoin, si jamais vous travaillez avec un API, vous avez besoin d'un autre dossier qui s'appelle secret, qui va contenir
peut-être un fichier qui s'appelle secret.json ou bien key.json. Et donc, sans plus tarder, je vais créer le dossier qui s'appelle secret. Donc, pour ce faire, j'utilise la fameuse commande qui s'appelle mkdir. Et j'écris mkdir secret et j'utilise la commande tag pour créer secret, donc key.json. Ok. Maintenant, les fichiers qui nous restent, c'est le fichier readme qui est important, le fichier licence qui est important, le fichier makefile qui est important, le fichier flekwit qui est important, et le fichier precommit et le fichier precommit.yabl qui est aussi important. Donc, sans plus tarder, pour les autres fichiers, je vais les importer directement dans le dossier, puisque ce sont des fichiers que j'ai qu'il faut au préalablement préparer pour importer ça à chaque moment ou bien à chaque projet que vous allez mettre en place pour aller plus vite. Et donc, sans plus tarder, pour le fichier makefile, je vais en même temps le créer. Donc, ça fait touch makefile. Qu'est-ce que le fichier makefile contient? Le fichier makefile contient un ensemble donc de prompts qu'on va utiliser pour automatiser les tâches. Par exemple, l'initialisation de GitHub, l'envoi des fichiers sur GitHub, initialiser peut-être la création de l'environnement virtuel qu'on va utiliser pour le projet. Ça me permet d'automatiser plusieurs tâches. Ok, maintenant que je viens de créer le fichier makefile, excusez-moi, c'est make avec E ici. Et donc du coup, je vais supprimer l'autre qui est avec la commande rm makefile. Ok, donc maintenant que je viens de créer le fichier makefile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre VS Code. Et pour ouvrir notre code VS Code, puisque je suis dans le dossier courant, je fais code et j'ouvre directement mon VS Code. Et ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais importer les autres fichiers comme on vient de le dire. Donc, avant d'importer les autres dossiers, ce que je vais faire actuellement, c'est que je vais directement créer mon environnement virtuel. Alors, comment faire? Pour créer un environnement virtuel, je tape affichage pour afficher mon terminal. Et donc, pour créer mon environnement virtuel, puisque moi j'ai Pip-env que j'ai installé avec pip, puisque c'est une librairie de Python, pour installer l'environnement juste pour ce dossier, donc je fais pip-env install. Et directement, je crée un environnement virtuel juste pour ce projet. Cela va prendre évidemment quelques minutes. Et si vous voyez, automatiquement, il y a deux autres fichiers qui viennent de se créer. Si vous ne comprenez pas comment utiliser pip-env, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je vous montre comment installer et je vous montre comment utiliser d'autres commandes donc de pip-env. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai le lien dans la barre de description pour que vous jetez un coup d'œil sur la vidéo. Ok, maintenant un dossier aussi important qui est très utile pour un projet de machine learning, c'est le dossier notebook qui doit contenir un fichier qui s'appelle note.epinb. Et donc sans plus tarder, je vais directement créer aussi ce dossier. Donc le dossier se nomme notebook, voilà, qui va contenir un fichier qui s'appelle note.epinb. Voilà, donc ici on peut faire des tests, on peut utiliser les librairies pour voir comment ça marche, etc. avant de remplir le reste du code. Donc, maintenant que j'ai fini de créer les dossiers et quelques fichiers, ce qui est important aussi à faire maintenant, c'est de ramener
les fichiers tels que readme, precommit.config.yaml, licence, qui sont aussi utiles pour un projet de machine learning. Alors, sans plus tarder, je vais importer ces fichiers parce que moi, je l'ai déjà préparé. Et donc, moi, pour aller plus vite, je vais seulement importer ces fichiers dans mon projet. Donc, sans plus tarder, je vais aller sur l'autre projet et je vais directement importer. Tac. Moi, je l'ai déjà préparé, c'est pourquoi moi, je l'importe directement. Donc, il y a le fichier precommit-config.yaml. Il y a aussi Flick8 qui est important. Voilà. Ici, c'est Flick8 qui est important. Voilà. Et donc, qu'est-ce que precommit-config.yaml fait? En fait, pre-commit-config.yaml, il va essayer de vérifier chaque code qu'on a à envoyer sur GitHub. Donc, si je vais sur Internet et que on fait quelques recherches sur precommit, en fait, precommit, c'est quoi? C'est une librairie Python qui va essayer de produire du code clean, du clean code. Et donc, pour l'installer, ce qu'il faut faire, c'est il faut premièrement installer via pip en faisant pip install precommit. Et donc, si vous avez precommit maintenant, vous allez simplement faire precommit install. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais voir si j'ai déjà precommit et quelle version j'ai de precommit. Là, je n'ai pas precommit. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire pip install precommit. Et je vais relancer precommit version. Donc, j'ai la version 3.2.0 de precommit. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est je vais faire precommit. Donc, le mieux, c'est de l'installer sur l'environnement. Donc, ce que je vais faire premièrement, c'est que je vais activer l'environnement virtuel qui est pip en shell. Donc, après avoir mis en place ou bien activé mon environnement virtuel, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pip en run et je fais precommit install. Ok. Donc, je viens de configurer pre-commit-config.yaml pour qu'il puisse vérifier est-ce que les règles de programmation sont respectées avant de m'envoyer les codes sur GitHub. Une fois que les règles de programmation ne sont pas respectées, aucun de mes codes ne seront envoyés sur GitHub. Et ça va me fournir un ensemble d'erreurs que je dois corriger, telles que par exemple s'il manque des espaces, si je n'ai pas utilisé quelques variables, etc. Ok, je vais pas m'attarder là-dessus. Après, on fera un tuto spécial pour ce sujet. Maintenant que je viens de finir avec pre-commit-config.yaml et Flick8, ce que je vais faire, c'est que je vais importer aussi le fichier readme pour aller plus vite. Donc, je vais dans l'ancien projet. D'habitude, moi, je prépare tout ça et je l'importe directement pour être plus rapide. Et je l'importe. Et mon readme, par exemple, il y a le titre là. Et je peux modifier un peu, voilà, pour s'adapter et tout.
Donc, vu que c'est un tuto, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est juste pour vous montrer quelle est l'architecture et quels sont les fichiers qui sont très importants pour votre projet. Maintenant, ce qui est aussi important, je vais directement importer aussi le fichier licence. Donc, je fais copie, tac. Je vais dans l'autre projet, tac. Ça aussi, vous allez le préparer d'avance pour être plus rapide, parce que c'est la même chose au fait. Ok, maintenant que j'ai tous ces fichiers, ce qui me reste maintenant, vu que Secret c'est une clé à payer et on ne va pas divulguer notre clé à payer sur Internet lors de l'envoi de notre code sur GitHub, ce qu'il faut faire, c'est que il faut utiliser .gitignore. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est je vais créer à l'intérieur de mon projet, je vais créer .gitignore. Et dans .gitignore, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre le nom du dossier qu'on ne veut pas que GitHub trace et le nom du fichier qu'on ne veut pas que GitHub trace. Et on enregistre. Si vous voyez directement, ici c'était blanc et on a constaté que Secret a changé de couleur. Cela signifie que actuellement GitHub ne trace pas de dossier Secret. Maintenant, ce qui est important maintenant, c'est de créer le fichier Dockerfile. Pour le faire, je fais seulement Dockerfile. Dockerfile, c'est un fichier qui va nous permettre de dockeriser notre application. Donc, au lieu d'utiliser plutôt notre environnement virtuel et notre système, on va préférer d'utiliser une image, soit de Python, ou soit une image de Ubuntu, qu'on va télécharger depuis Docker Hub. Et donc, normalement, ici, je dois remplir from l'image. Voilà, ceci, work directory, etc., les commandes avancées, etc. Mais je vais pas, dans ce tuto, remplir ces fichiers. Je vais plus vous montrer seulement l'architecture, les fichiers qu'il faut. Et dans un prochain tuto, je vous montrerai comment remplir les dossiers qui sont. Je vous montrerai comment remplir ces fichiers. Ok. Maintenant que on vient de créer tout ça, je pense que c'est bon. Donc, dans un prochain tuto, évidemment, je vais vous montrer comment lier GitHub à mon projet et je vous montrerai comment automatiquement envoyer vos codes à temps réel sur GitHub. Imaginons que vous êtes à la fin du projet. Ce qui est important aussi, c'est de créer un fichier qui s'appelle requirement.txt. Déjà, juste avec pipfilelock, vous pouvez déployer facilement votre application. En faisant quoi? En faisant sur la machine distance, en faisant pip, déjà installer pipenv et en faisant ensuite pipenv install système deploy. Donc ça veut dire que vous allez utiliser pipfile.lock pour installer les dépendances qu'a besoin votre application. Mais si vous voulez au détriment de pipfilelock utiliser requirement.txt, donc au préalablement il faut déjà mettre en place le fichier requirement.txt dans votre projet. Donc avant de le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais installer une librairie, par exemple OpenAI. Donc je fais quoi? Je fais pip install OpenAI et cela va installer OpenAI comme librairie.
à utiliser pour moi. Et ensuite, imaginons qu'on veut faire le déploiement. Ce que je vais faire dépend bloc -r que je vais rediriger en sortie vers requirement.txt. Donc plutôt h vers requirement.txt. Et on vient là de créer le fichier requirement.txt qui serait important lors du déploiement. Ok. Donc, voilà tout ce que j'ai à vous montrer. J'espère que cela vous a apporté un plus et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et prochainement, je vous montrerai quelles sont les bonnes démarches à adopter pour bien résoudre un problème de machine learning. Je vais vous montrer aussi comment remplir les fichiers Makefile, Dockerfile, et je vous montrerai comment pre-commit-config.yaml marche pour le clean code. Alors, d'ici et là, je vous souhaite bonne journée. Ciao!